Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel, toujours au centre de l'actualité religieuse ici en France et notamment les deux élections concernant l'élection de recteur de la Grande Mosquée de Paris et l'élection aussi de président de CFCM. Et dans le cadre de notre éclairage, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'historien de l'islam contemporain, M. Sadr Sallam. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Nous sommes heureux de vous retrouver et actualité oblige, beaucoup d'informations ces derniers jours depuis l'élection de M. Shamsuddin Hafiz en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris. Mais aussi derrière, et c'était rapide aussi, l'élection du président du CFCM à sa tête, M. El Moussaoui, où il y avait un accord entre les deux frères, comme il disait M. Hafiz Shamsuddin vis-à-vis de M. El Moussaoui, pour la présidence à M. El Moussaoui et en tant que vice-président, M. Hafiz, qui prendra les rênes d'ici 2 ans. Dans un premier temps, si vous le permettez, on va essayer d'échanger sur ce qui se passe déjà dans la Grande Mosquée de Paris. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent entre accord ou pas accord, soutien ou pas soutien de l'ambassade, de la présidence, notamment Monsieur le Président Tchoupoun. On ne comprend plus rien. Avez-vous un éclairage en tant qu'homme qui connaît ce dossier depuis longtemps? Eh ben, j'en ai pas plus que les autres lecteurs de réseaux sociaux, de sites, beaucoup plus que de la presse écrite. Vous avez parlé d'informations. La presse française n'a commenté que l'élection de Moussaoui à la tête du CFCM et n'a pratiquement pas parlé de la succession à la mosquée de Paris. Mmh. Et donc, c'est considéré sans doute comme un non-événement, comme un de vos l'invité de la semaine dernière l'a répété à une de vos émissions. Exactement. M. Bernard Godard. Par contre, les réseaux sociaux, la presse algérienne, etc., on en parlait abondamment. Mais comme d'habitude, il faut laisser décanter pour démêler le vrai de ce qui est supposition, critique à caractère subjectif, lié à un phénomène historique. L'historien doit considérer le temps long et comparer cette succession aux successions précédentes. Alors, il faut constater que chaque succession à la mosquée de Paris crée une crise, parfois assez sérieuse. Mmh. En 1954, le 23 juin, Ben Rabari, le premier directeur, parce qu'à l'époque on l'appelait directeur, pas recteur. Le recteur, c'est une création de Hamza Boubakr en 57. Il est mort, donc s'est posé le problème de la succession, qui aurait pu être réglé par une assemblée générale de la Société des Habous des lieux saints, et non pas lieux saints, comme on l'appelle maintenant à la Grande Mosquée. Jamiyyat Ahbas al-Haramayn al-Sharifayn. La traduction exacte, c'est Moudaf ilay, alors que dans les papiers en tête de la mosquée actuellement, c'est Société des Habous et lieux saints. Ça, c'est une bêta dans la traduction. Or, un des articles des statuts, amendé en 1921 de la Société des Habous de 1917, stipulait que seul un membre fondateur pouvait convoquer une assemblée générale. Or, Ben Rabari était le dernier membre fondateur et qui était mort, donc légalement cette association s'est éteinte avec son dernier membre fondateur. Mmh. C'est ce qu'il y a, avec d'autres scories, il y a un des conseillers occultes du ministère de l'Intérieur, en parlant des statuts de la Société des Habous, il a dit c'est un monstre juridique qui n'a aucun équivalent ailleurs. D'accord.
Mais Ahmed Ben Rabrit, qui est un nationaliste marocain engagé dans le journalisme nationaliste, il était le neveu de Sekadour, il a produit un document où son oncle le désignait à sa place. Donc c'était système successoral à l'Omeyyade. D'accord. Oui, mais sauf que dans les monarchies ottomanes, arabes, on n'a pas le neveu. C'est soit le frère, soit le fils. Okay. Bon. Et alors ce document a été contesté par le ministère de l'Intérieur, et c'est comme le Quai d'Orsay avait le dernier mot, ils ont dit, bon, on l'accepte. Et ensuite, Ahmed Ben Rabrit est resté jusqu'en 56, donc aggravation de la situation en Algérie, indépendance du Maroc, et lui, il a aggravé son cas en dénonçant la torture en Algérie. Et c'est comme ça qu'on a utilisé le prétexte de l'indépendance du Maroc pour déclarer vacant le poste de directeur. Et cette vacance a été réglée par un décret signé par Guy Mollet et son ministre de l'Intérieur, Gilbert Jules, qui agréait, comme on disait à l'époque, Hamza Boubacar, directeur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris. Et si Hamza s'est attribué le titre de recteur, parce que quand il a fui l'Algérie fin 56, il a demandé à son camarade Guy Mollet de lui créer trouver un bon poste, et il a posé sa candidature pour être recteur d'académie. La commission indépendante, même malgré les pouvoirs spéciaux, les socialistes, le copinage, la camaraderie, a rejeté sa candidature en considérant qu'un petit prof de lycée ne pouvait pas être recteur d'académie, et il faut être prof de fac en France pour occuper ce poste. Et donc pour compenser cet échec, il s'est attribué le titre de recteur. Ça vient de là. Donc. Juste une toute petite parenthèse, M. Sadr, parce que vous êtes en train d'évoquer de quelque chose de très important. Vous venez de donner la définition d'un recteur. Oui. Et sauf que nous vivons actuellement une panoplie de recteurs qui n'ont même pas un certificat du primaire. Oui, mais si on compare avec une religion voisine, vous avez l'Institut catholique de Paris qui a un recteur, qui a le niveau d'un évêque, et qui dirige un enseignement, premier cycle, deuxième cycle, même recherche. Oui, mais ce n'est pas le cas de nos recteurs actuels. Dans le cas de ça devient pléthorique, c'est un titre renflant qui permet d'enrichir les cartes de visite qui parfois sont recto verso. C'est bien ça. Avec les médailles, l'ordre du mérite, la Légion d'honneur, etc. Si vous voulez, l'islam en France, ça reste que du symbolique. On satisfait l'ego de ces messieurs. Mais c'est scandaleux quand même, satisfaire l'ego de ces messieurs. Qu'est-ce qu'ils représentent, ces messieurs, vis-à-vis des musulmans? Cette question, c'est toute la question. Parce que maintenant, on parle des contacts avec les présidents, des autorités politiques, etc. Mais le grand absent, c'est la communauté des fidèles, qui est sollicitée à chaque fois qu'on veut faire la quête. Et les collectes, la zakat, etc., on les sollicite, mais quand il s'agit de décisions, pour le moment, c'est des grands oubliés, et les gens qui se sont rappelés au souvenir de la direction de la mosquée, c'est ceux qui ont manifesté vendredi dernier, et on fait une assemblée générale samedi. À mon avis, j'étais en train de rappeler les précédents historiques. Je vous en prie, là c'est une parenthèse, hein. Je vous en prie. Oui, mais dans le but de voir où caser cette succession du 11 janvier. Exactement. Pour le moment, moi je n'arrive pas à la caser en comparaison avec les précédentes, parce que alors quoi qu'il en soit, si cette succession crée des tensions, c'est qu'il y a un problème. Et la question, est-ce que la nouvelle direction de la mosquée de Paris trouvera le moyen de désamorcer ces critiques parfois très violentes, parfois même injurieuses? Moi, je ne veux pas m'en prendre aux personnes. Moi, je parle de succession. Je ne cite même pas le nom du successeur que je connais, qui est un homme très courtois. Si vous voulez, moi, je connais la mosquée de Paris, je suis paroissien depuis des décennies. J'ai vu arriver les nouveaux responsables, ils ont toujours eu des accrochages, des injures avec les fidèles.
dans le cas de Maître Hafiz, il a toujours été courtois. Ça, c'est un dalillah. La question principale, et j'aimerais bien tout simplement attirer votre attention là-dessus, jusqu'à ce jour, hein, qu'on soit clair, Maître Hafiz a toujours tenu ses paroles, depuis toujours. Il dit comme quoi j'étais reçu par l'ambassade d'Algérie et comme quoi j'étais félicité par rapport à ce poste. Maintenant, il dit comme quoi, et de haute voix, et d'Alger, attention, d'Alger, il dit comme quoi j'étais reçu par le président Tebboune, qui m'a félicité, qui m'a confirmé son soutien financier aussi, c'est son soutien par rapport à la formation des imams, par rapport à l'argent qui est versé par l'Algérie. Donc ce monsieur bénéficiait réellement d'une bénédiction plutôt algérienne de haut niveau. La France, c'est un pays laïque, il regarde, il observe, mais il n'a pas à intervenir dans les affaires religieuses d'une telle ou telle religion. Donc, ce que je comprends pas, on dit comme quoi la mosquée de Paris a passé outre le pouvoir algérien, mais du coup, on constate comme quoi c'est le contraire qui est en train de se faire. Donc, cette campagne, comme vous l'avez dit, parfois injurieuse ou autre par rapport à des personnes, il faut qu'elle soit bien fondée. Oui, non, mais il faut utiliser des termes corrects. On est dans une institution religieuse qui doit garder sa dignité et ne pas sortir du cadre des civilités. Donc les injures, les attaques personnelles, même chez Hafiz, il y a beaucoup de reproches qui lui sont adressés parce qu'il n'est pas né de la dernière pluie. Il est dans l'islam en France depuis 20 ans et plus. À mon avis, on devrait lui appliquer la formule de la monarchie française. Le roi de France doit oublier les injures du duc d'Orléans quand il était prince héritier. À partir du moment où il devient roi, et il doit tourner la page et ne pas tenir compte de ses conflits avec ses contradicteurs. Et selon vous, est-ce qu'il est devenu roi maintenant? Pour le moment, il est recteur de fait, oui. Même si, moi je connais pas, je me prononce pas sur la base des rumeurs, mais il semble qu'il y a même des membres de la société des Habous qui n'étaient pas d'accord avec sa nomination. Donc sa première tâche, c'est d'essayer de mettre au point ses relations avec ses opposants. Et le plus grave, c'est qu'on a une agitation qui remet en cause la tranquillité de ce lieu de recueillement et de ce ressourcement. Les gens viennent à la mosquée pour trouver du calme. À côté du mihrab, il y a un problème. Oui, il y a un problème, sauf que tout simplement ce monsieur, il est élu. Et selon vous, est-ce qu'il est élu d'une manière légale, constitutionnelle, selon les règles de l'association de la Grande Mosquée de Paris ou pas? Selon les premières informations, non, il n'y a pas eu unanimité, même si c'est par consensus. Et puis, même au-delà de ça, la société des Habous, depuis le début, le ministère de l'Intérieur lui-même disait qu'elle n'est pas l'émanation de la communauté musulmane. Elle aurait mérité d'être élargie. Et d'ailleurs, depuis 1 an et quelques, prenait des contacts pour de nouvelles adhésions qui n'ont pas eu lieu. Alors, à mon avis, il peut ouvrir à d'autres sensibilités et admettre des personnes autres que les béni-oui. Parce que si on a 200 béni-oui, ça change absolument rien. En tout cas, M. Hafiz, c'est un avocat. Certainement, il connaît les rouages de la loi mieux que moi. Si ce monsieur s'est présenté et a obtenu gain de cause à travers cette élection, donc il est droit dans ses bottes. Donc il est élu illégalement. Donc cette agitation de quoi on parle et plusieurs personnes qui agitent, c'est tout à fait normal parce que il faut qu'il y ait de l'agitation, c'est avec l'agitation qu'on peut avancer, en discutant, en échangeant, en proposant et autres. Mais le souci qui se pose, c'est que simplement, c'est bien, bel et bien que M. Hafed est recteur légal de la Grande Mosquée de Paris actuellement. Pour le moment, il est au moins un recteur de fait. Dans l'histoire des pays arabes, on a eu toutes sortes de pouvoirs de fait qu'on accepte pour ménager la paix civile. Bon, il peut devenir légitime s'il arrive à transformer l'agitation en débat démocratique. Et qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme méthode qui permettra d'apaiser cette atmosphère très chargée sur la Grande Mosquée de Paris et qui peut avoir de l'impact sur la communauté musulmane? Moi, j'ai pas de... C'est un conseil. J'ai pas de conseil à lui donner. Il est suffisamment rompu
ces pratiques-là. Je pense que parce que bon, déjà hier et avant-hier, on a eu des informations contradictoires. On a eu les images là de sa sortie tout seul, il faut le rappeler. Avec le directeur là, monsieur. Non, il semble que le fameux directeur n'a pas assisté à l'entretien. Il a mais il était avec lui devant les caméras de télévision. Voilà, c'est ça. Ce que j'ai pu constater. Ça a une importance pour ces types-là qui s'en tiennent beaucoup au symbolique, le fait de paraître à la télé, d'être reçu par un grand de ce monde, les dispenses de se légitimer auprès de la communauté des fidèles. Dans les premières images, on a vu Hafiz sortir tout seul de la présidence. Mais il y a un problème quand même, ce Salam, avec tout ce qu'on dit sur ce monsieur, le directeur, je parle pas de Maître Hafiz, tout ce qu'on dit sur ce monsieur par rapport à son passé, par rapport à beaucoup de choses dites par des responsables algériens qui connaissent ce dossier. Et il paraît-il comme quoi ce monsieur a été recherché en Algérie et du coup, il est à la présidence. Non, il n'a pas eu accès au bureau présidentiel. Mais il était à la présidence. Oui, il était au palais. Oui, non, mais l'Algérie évolue vers une démocratie. Si vous voulez, on va pas procéder aux enlèvements comme ça se faisait dans les années 90. Et c'est plutôt une bonne chose, ça. C'est-à-dire, s'il y a un problème, c'est la justice qui statue, et non pas les pouvoirs parallèles. C'est pas l'important, c'est le recteur. Le recteur dit que il a eu une sorte de feuille de route tracée par le président. C'est ça. Ça pose un problème, si vous voulez, puisqu'il est, lui, pour la séparation du politique et du religieux. La feuille de route doit être tracée par les responsables de la mosquée. Or, lui, il y a un autre problème, c'est qu'il a dit lui-même qu'il ne connaissait pas bien la religion. Il l'a dit, c'est vrai. Oui, ça pose un problème. C'est une institution religieuse, jusqu'à preuve du contraire, la mosquée. Donc, il vaut mieux avoir une bonne culture religieuse que de se contenter de communication. Mais il peut remédier à ça en faisant appel à des gens qualifiés sur le plan religieux. Ce qu'il a dit, il a dit, je laisse ça à la portée des théologiens. Et lui, il s'en occupe de tout ce qui est gestion. C'est pas les imams détachés. Il n'y a pas de théologiens à la mosquée de Paris. Oui, mais la situation serait vraiment satisfaisante si l'Algérie, le pouvoir algérien lui recommandait de nommer un vice-recteur qui ait une véritable culture théologique. Là, je pense qu'une partie de la contestation sera désamorcée. Oui, mais l'Algérie, il n'a pas intérêt de procéder ainsi. L'Algérie, c'est elle qui envoie les fonds. Donc l'Algérie, il veut bien d'être toujours présente au sein de la Grande Mosquée de Paris, comme ça a été auparavant le cas. Donc, demander aux payeurs de proposer à celui qui reçoit l'argent de chercher d'autres gens qui ne peuvent pas être sous l'influence du payeur, moi je pense que c'est une attitude qui ne peut pas aboutir. L'élite algérienne est très riche, c'est très facile de trouver quelqu'un qui connaisse bien la religion. Vous avez plusieurs universités spécialisées dans les études islamiques, il suffit d'en choisir un, c'est pas un problème. Et puis, l'Algérie a son image. Là, contrairement aux commentaires qu'on a eus depuis avant-hier, l'audience chez le président Tebboune est plutôt une bonne chose, parce que vous avez des commentateurs là qui ont dit bravo, le 11 janvier, on a assuré l'indépendance de la mosquée par rapport à l'Algérie. Alors, ça leur aurait posé de grands problèmes. D'abord, l'indépendance sur le plan financier. C'est pas les fidèles qui vont cotiser, et puis si on fait appel à d'autres pays, les autres pays ne sont pas ils n'ont pas de l'argent fisabilillah, ils vont exiger. L'Algérie, c'est le pays le plus ancien dans ce domaine-là, qui a encaissé toutes sortes de critiques, et il en a tenu compte. Je pense que du côté algérien, on ne veut pas faire de dirigisme direct. On évolue vers une co-gestion implicite franco-algérienne en se mettant d'accord tout le temps. Et ce qui a été reproché à la réunion du 11 janvier, c'est de n'avoir averti personne, ni du côté français, ni du côté algérien. C'est ce qui a fait croire que c'était une sécession, une dissidence, et il est bon que l'audience avant-hier vienne apporter un démenti à cette assertion-là. Est-ce que le président Macron a félicité Maître Hafiz jusqu'à maintenant ou pas encore?
Pas à ma connaissance. Justement, quand on parle d'information, je vous ai dit que les médias français, à ma connaissance, n'ont pas mentionné la succession du 11 janvier, et c'est lié au fait que les médias français sont liés au service de communication du ministère de l'Intérieur et de l'Élysée, qui, eux, n'ont rien communiqué de ce côté-là. Et à mon avis, la situation rentrera dans l'ordre en partie si du côté français, on prend acte de l'arrivée du nouveau recteur. Pour le moment, à ma connaissance, c'est pas le cas. Écoutez, ce monsieur a été reçu par un président reconnu maintenant à l'échelle internationale, tout ce qu'on peut dire sur lui, sur son élection à la tête de la République algérienne. Il est reçu par un président, donc il est labellisé, hein, quelque part, monsieur Hafiz, oui, par rapport à oui, son poste. Hein. Mais ça ira mieux quand il y aura explicitement des félicitations. Et à mon avis, c'est pas difficile parce qu'il y a des relations franco-algériennes sont très bonnes. Le ministre des Affaires étrangères était là-bas la semaine dernière. Et puis il y a une convergence puisque le nouveau recteur a dit que le président algérien lui a parlé de la formation des cadres religieux. Or, quand Daniel Boubacar a été reçu le 9 janvier par Macron pour la cérémonie des vœux, on appelle ça les vœux pieux, les religieux qui présentent leurs vœux au président de la République, il ne lui a parlé que de l'Institut de la mosquée. Donc voilà un point d'ancrage entre les deux présidents qui devrait conduire à une concertation de manière à ce que cet institut soit vraiment un établissement qui dispose d'un rayonnement et qui forme les cadres. Pour le moment, on fait venir les imams des pays d'origine. Il n'y a pas que la grande mosquée de Paris, hein, donc comme vous le savez, oui, mais parce que la quasi-totalité des mosquées. Quelques intérêts catégoriels à importer des imams, à leur verser des salaires que même les maîtres de conférences d'université n'ont pas au début. Ça c'est, à mon avis, la nouvelle direction devrait tenir compte de la nouvelle donne. Avant, les successions à crise se faisaient dans l'absence totale de l'opinion musulmane. Maintenant, il y a une opinion musulmane. Et elle n'est pas seulement représentée par les manifestants de vendredi dernier, ni par les gens qui ont organisé l'Assemblée générale de Nanterre. Vous avez des musulmans instruits qui réclament davantage de transparence, de respect des règles de la démocratie et de promesses qui sont faites, mais on exige qu'elles soient tenues à terme. Écoutez, le temps le dira, parce que là, donc c'est une tâche prioritaire, je pense, pour le nouveau président de la Grande Mosquée de Paris. Hein, donc c'est très important à signaler, vu qu'il y a cette demande, certes aussi d'intellectuels, hein, donc c'est très important. Aussi une élection qui a été bafouée, hein, donc l'élection du président du CFCM qui a à sa tête M. Mohamed El Moussaoui. Ça a été commenté au moins par le Figaro. Ça était considéré comme un événement. Écoutez, il a été commenté par le Figaro. Il paraît-il comme quoi il faisait l'objet d'une émission chez M. Pascal Pro où il y avait beaucoup de critiques. Oui, oui, le CFCM a un bilan difficile à défendre. Le CFCM est considéré par les observateurs objectifs comme étant un demi-échec. Est-ce qu'on peut en parler comme quoi nous sommes dans une étape de l'islam consulaire au sein de CFCM? Il n'y a que l'islam consulaire, si vous voulez, c'est la grande hypocrisie. L'islam consulaire a été intronisé par les pouvoirs publics et maintenant on n'a que des critiques contre l'islam consulaire. Mais l'islam consulaire peut évoluer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il peut s'adapter, essayer de donner au moins un début de signification à cette formule récurrente et de propagande d'Islam de France, entre guillemets. Or, il y a une question qui se pose là, quand la mosquée de Paris a été dépend des autorités algériennes depuis 1982, donc ça va faire 30 ans. La question qui se pose, combien de jeunes français musulmans nés en France, formés en France, ont-ils été employés à la mosquée de Paris? À ma connaissance, 0. D'accord. Et on jugera à l'aune de
de ces nominations à venir, parce qu'il y a des élites, vous savez, des gens qui ont écrit des livres, qui sont nés à Saint-Étienne, à Montélimar, etc. Et ils connaissent l'islam autant que les diplômés de l'université de Constantine ou d'ailleurs. On continue à importer. Les imams sont des gens c'est ceux qui sauvent l'image de la mosquée, c'est les imams, hein, c'est des gens de grande valeur, mais qu'on rappelle au bout de 4 ans. Donc, il y a un manque de suite dans les idées qui fait qu'on reprend tout à zéro au bout du mandat de 4 ans, alors qu'il est très facile de recruter localement. À un moment, un des ministres, le Olamallah, qui est président du Haut Conseil islamique, a recommandé des recrutements locaux d'imams, qui coûtaient 2 fois moins cher du point de vue salaire. Et ça a été arrêté. C'est lié à la situation algérienne. Donc tous ces dossiers peuvent être ouverts, étudiés, et il faut éviter de rester au milieu du gué comme ça l'a été, et communiquer, mettre au courant la communauté des fidèles qui est demandeuse de transparence. Les parents immigrés qui étaient fatalistes, qui disaient Maktoub, Masha'Allah Okan, ou Ala Moradillah, etc., ce sont des vieilles formules. C'est fini, ce sont des jeunes formés à l'école publique, à l'esprit critique, ils sont comme les autres Français, et ils deviennent parfois des brailleurs, comme les autres catégories de Français mécontents. Il faut en tenir compte. Sinon, ça va être la tranquillité de ce lieu qui va être perturbée. Mais je pense que le nouveau recteur a suffisamment de ressources pour tenir compte de ces situations et remédier à cette situation de crise larvée qu'on ne peut pas nier. Au sein du CFCM, M. Sadaq Sellam, comme c'était le cas pour la Grande Mosquée de Paris, l'élection du président Al-Moussaoui n'a pas fait exception. Alors, sur 2 volets, sur un plan interne comme sur un plan aussi externe, sur le plan externe, il y a une campagne médiatique de taille et des communiqués disons comme quoi tout le monde s'est levé contre Maître Hafiz parce que c'était ou c'est l'avocat du Front Polisario, l'ennemi numéro 1 du Royaume du Maroc. Et du coup, même pas 4 jours, voire 5 jours derrière, on entend parler de fraternité. Fraternité, amis, frères. Le mot fraternité est galvaudé au CFCM depuis Sarkozy. Même Sarkozy, dans les réunions, on l'appelait le frère Nicolas. Eh ben là, donc, Maître Hafiz, il a appelé. Il a montré qu'il était un faux frère par la suite, puisqu'il a attaqué les musulmans à plusieurs reprises. Est-ce que c'est le cas pour Maître Hafiz vis-à-vis de M. Moussaoui? Ben, vous savez, les Arabes, même les chefs d'État arabes, ils s'injurient, ils se crachent à la figure, puis ils s'embrassent le lendemain. Donc, les Arabes de France ne font pas exception. Donc, le mobile Front Polisario tient toujours. Ah non, ça c'est rédhibitoire pour les frères marocains. Mais si vous voulez, ça pose un problème, parce que le nouveau recteur n'a fait qu'une seule déclaration qui fait l'objet de commentaires en Algérie. J'ai reçu un coup de fil du journaliste du Watan qui n'était pas content de sa déclaration, qui soulignait les insuffisances et qui voulait en savoir plus. Moi, j'étais loin d'ailleurs, j'étais en province, donc je ne pouvais pas donner des réponses précises. Mais son programme est très simple, il dit qu'il est contre l'islam politique. Donc pour la séparation du politique et du religieux. Or, défendre le Polisario est un acte éminemment politique, puisque c'est la forme de discorde entre les 2 pays. Bah, écoutez, défendre le Polisario, et que vous savez la position de l'Algérie, hein, vis-à-vis de ce front de Polisario, c'est une position qui tient toujours. Et oui, que mais lui, il a été pour le renouvellement de tous les mandats du président Bouteflika. Dans le 5e est à l'origine d'un Hirak durable. Donc, quand il est contre l'islam politique, et lui, il est une forme d'islam politique. C'est un fait. Et le CFCM a été qualifié par des commentateurs comme étant un islam politique créé par l'État laïque. Dans certains, style Sarkozy, ne voyaient que l'utilité électoraliste de cette structure. Donc, et puis l'islam politique, vous avez les 3 quarts des composants de l'islam politique qui sont contre
la violence. Il a le droit de prendre position contre les radicalismes, mais dans un pays qui a eu comme plus grand parti de France, le MRP, qu'on appelait les démocrates chrétiens, des chrétiens pratiquants qui faisaient de la politique. Et lui, il vient bannir toute référence à la religion en politique. Il aura comme adversaire les héritiers du MRP comme Bayrou, etc. Là, à mon avis, il a parlé un peu trop vite. Puis il a comme interlocuteur les Oulief qui viennent plusieurs fois par semaine à la mosquée de Paris, qui sont l'émanation de l'islam politique oriental. Il assume. Oui, mais il y a une convention qui a été signée entre M. Ammar al-Sfar et Dalil Boubacar. Est-ce que cette convention tient toujours? Non, Dalil Boubacar, en fin de carrière, il s'est érigé comme sage, qui conciliait et qui arbitrait tous les conflits, et tout le monde s'adressait à lui, et notamment les responsables de l'UOIF. Je suppose que le nouveau recteur va assumer cet héritage. Sinon, on va reculer en arrière, revenir aux luttes de clans, ce qui n'est dans l'intérêt de personne. Le nouveau recteur, comme tout le monde le dit, même lors de nos anciennes émissions avec vous, M. Sadr Sallam, c'est une vieille connaissance de M. El Moussaoui, donc c'est des relations très anciennes. Et maintenant, le nouveau mandat, c'est son vice-président. Donc, est-ce qu'on peut-en dire que ce qui va se passer à la Grande Mosquée de Paris aura un impact direct, je parle décisionnel, sur les décisions du CFCM? Difficile à prévoir, parce qu'on risque d'être démenti avant la fin de la semaine. Moi, je fais pas d'abord, j'ai du mal à mettre de l'ordre dans la chronologie. Ouais. Cette succession du 11 janvier, est-ce qu'il faut la classer à côté de celle de 54 ou celle de 57, ou celle de 82 ou celle de 92? Toutes ces successions avaient fait l'objet de crises, la moins grave étant celle de 82, quand le Cheikh Abbas est arrivé, sans aucun papier, etc., mais sa stature, sa culture, son rayonnement ont atténué les critiques, parce qu'à son arrivée, vous avez des autobus qui viennent de toutes les régions de France, qui transportaient les fils de Français musulmans, qui contestaient son arrivée à Paris. Or, le Cheikh Abbas les a contactés association par association, et il les a mis dans un avion, il les a amenés en Algérie. Il leur a fait rencontrer le ministre de l'Intérieur. Donc voilà un homme de dialogue. Et c'est des manifestations très violentes qui ont été désamorcées avant la fin du mois. Et or, cette fois, l'opinion musulmane est beaucoup plus critique qu'en 82. À l'époque, c'était les Français musulmans, sans doute actionnés par notamment les fils de Harki, actionnés par d'anciens généraux de l'Algérie française. Mais Cheikh Abbas a trouvé le moyen d'ouvrir un dialogue avec eux et on a tourné cette page du conflit. Vous me demandez moi je n'ai pas de conseils, je ne donne pas des conseils qu'on ne m'a pas demandé, mais le nouveau recteur, moi je lui fais pas les félicitations chaleureuses, je lui souhaite bon courage, parce qu'il faut beaucoup de courage pour sortir cette institution et l'islam de France en général de l'ornière dans laquelle il est bloqué depuis très longtemps. Je lui recommande de s'inspirer des recteurs les plus intelligents, les moins autoritaires et les plus attachés au dialogue. Exactement. Voilà. Il me reste deux questions, si vous le permettez, M. Sadr Sallam. La première, concernant, comme vous l'avez bien dit, l'islam de France, mais avant elle, il y a une chose qui concerne aussi les musulmans. Au sein de ce conseil français de culte musulman, à ce jour, c'est toujours les mêmes têtes. Vous avez dit tout à l'heure... Non seulement les mêmes têtes, mais les gens qui redeviennent présidents pour la deuxième ou troisième fois. Oui. Donc, il y a autre chose de taille qu'on a évoqué tout à l'heure, ces recteurs qui sont issus, des usines, tout le monde le sait. Il y a d'autres qui étaient dans des organisations connues, comme Shabab al-Islamiyya et d'autres. Donc, et du coup, au jour au lendemain, on se trouve avec des statuts de recteurs, un statut académique, il faut pas l'oublier. Et ces gens-là sont toujours là, et en aucun cas, on a vu l'émergence sur le plan décisionnel des femmes, des jeunes musulmans, des Français qui connaissent la République, qui connaissent les lois de la République, et aussi des Français convertis. Justement, le Cheikh Abbas a fait exception
Et il a recruté le fils de Yaqub Roti, j'espère qu'il est toujours en vie. Il est dans la région lyonnaise, je le salue s'il nous écoute. Son fils, il avait beaucoup d'enfants, dans Reza, a été recruté. Il avait un bureau à la mosquée de Paris. Voilà le sens de l'ouverture de Cheikh Abbas. Or, depuis, on n'a jamais eu de Français musulmans, ni de jeunes musulmans nés en France dans les bureaux de la mosquée de Paris. Donc il faut rompre avec cette pratique si on veut donner un sens à la formule Islam de France. Ma dernière question, si vous le permettez, concerne aussi l'islam de France, mais sur un autre plan. Comme tout le monde, vous avez pu constater qu'il y a une attaque assez importante de Mme Zineb Al-Ghazoui contre la MIF et notamment contre M. Hakim Al-Karoui. D'un côté et d'un autre côté, est-ce que peut-on considérer que l'arrivée de M. Hafiz et l'arrivée de M. Al-Moussaoui permettra la mise à jour de cette proposition qui a été faite par la MIF pour un dialogue et pour une gestion de l'islam de France que le CFCM a fait bloc depuis un certain temps, depuis M. Ogras, mais aussi, bien sûr, M. Anwar Kibibesh qui étaient contre cet rapprochement, et que maintenant le CFCM devient une institution administrative, et peut-être demain, le projet de la MIF verra le jour sur le plan gestion financière et le plan de la formation des imams, et aussi l'ulama, comme on dit, donc les sages musulmans, sur la base du projet de M. Tariq Obro. La MIF, c'est la personnalité de Hakim Al-Karoui, qui est un normalien, un bête à concours très brillant, banquier, etc. Ça a été salué, puisque c'est dans le cadre de l'exclusion de l'élite musulmane des affaires de cette religion que l'arrivée de Hakim Al-Karoui est quelque chose de positif. Mais son programme est très maigre, en dehors des aspects financiers et de sa volonté de nommer son ami Tariq Obro grand imam de France. C'est un poste qui n'existe pas. Ça ne suffit pas comme programme. Mais s'il muscle un peu son programme, il peut devenir un interlocuteur valable des autres instances de l'islam de France. C'est ce que tout le monde souhaite. Bon, maintenant, il y a, si j'ai bien lu, Moussaoui avait adhéré ou s'est été rapproché de la MIF. Et ça date de quand, ça? Je ne me rappelle plus, moi. Oui, on lui a reproché. On l'a reproché? Oui, mais ça, c'est le délégué général là, qui a obtenu son titre. C'est Zgri, vous parlez? Oui, c'est lui qui dénonçait les rapprochements avec Hakim Al-Karoui, etc. Et puis, il est plus âgé que le recteur. Mais maintenant, M. Moussaoui, il est président, donc il peut se rapprocher à qui il veut. Oui, c'est tout ce que tout le monde souhaite, mais il faut des concessions, des améliorations de part et d'autre. Si la MIF s'en tient seulement à une réflexion sur l'argent des musulmans et pour créer un titre enfelant à M. Tariq Obro, ça va être un tour pour rien. Est-ce que peut-on considérer l'éviction de M. Anwar Kibibesh, l'instance présidentielle de CFCM, par rapport à ses positions radicales contre le rapprochement à la MIF, parce qu'il était contre et il a créé une association pour gérer tout ce qui est aspect financier musulman? Non, mais la réaction de Kibibesh était compréhensible à l'époque chez beaucoup de musulmans. C'est à cause du côté un peu prescriptif des discours de Hakim Al-Karoui quand il était médiatisé. Maintenant, les médias n'aiment pas les répétitions. Il doit être en manque de passage sur les chaînes d'information continue. Donc venir donner des leçons à des gens qui l'accusent de n'avoir rien fait, etc., ça c'est pas le meilleur moyen de dialoguer avec eux. Et c'est ce qui explique la réaction de Kibibesh. Mais maintenant, au début, il connaissait pas ces milieux-là, mais à mon avis, il a dû tirer la leçon de ces mauvaises expériences. Il peut s'améliorer et changer de ton et de méthode. C'est tout ce que nous souhaitons. En tout cas, je l'ai connu jeune paroissien, il venait au Tarawih à la grande mosquée de Paris avec son père. C'était un très gentil garçon, très brillant. Mon souhait, c'est qu'il trouve sa place dans l'islam en France ou de France. Je suppose que plusieurs conditions soient réunies et que chacun fasse son examen de conscience et de tous les côtés, de tirer les leçons de ces expériences qui n'ont pas été concluantes
et essayer d'aller de l'avant de manière à ce que les relations entre l'État laïque et cette pauvre religion qu'est l'islam, qui est pauvre parce qu'elle est maltraitée. Et les pauvres par ses élites, comme on dit. Non, les pauvres religions parce que c'est une sorte de souffre-douleur. On l'utilise à chaque fois comme bouc émissaire, etc. pour des questions qui n'ont rien à voir. Par exemple, quand récemment vous avez Julien Drey qui a attaqué durement son ex-ami et camarade Mélenchon en lui reprochant d'être islamo-gauchiste. Or, l'islam n'a absolument rien à voir dans une querelle de sous-courant du Parti socialiste qui date d'avant la découverte des questions de l'islam par ces petits arrêts. L'islam, on le mêle à toutes les sauces, là, dans le franco-français. Bien sûr. Monsieur Salam, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation et nous permettre d'avoir plus clair sur cette avancée dans la gestion du culte musulman, soit sur le plan CFCM, soit sur le plan de la Grande Mosquée de Paris, dont les deux présidents, Monsieur Hafiz Samseddine et aussi Monsieur Mohamed El-Missaoui. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, bonne semaine. Merci à vous, au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.